Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans et demi. Depuis plusieurs années, j'ai un doute. Est-ce que je veux être parent ou pas ? Je veux des enfants ou pas. Mais je veux aussi être libre. Vivre dans un camping-car, Me consacrer à mes projets. avoir le temps, avoir un chien, changer le monde. Aller au cinéma, pas passer vraiment du temps de consacré à mon avec la travail, crise changer écologique, qu'on n'est pas trop nombreux. l'état de notre système J'adore les élevé enfants, avec ça une manque femme, de turnover en ville. plusieurs. Même à la campagne, 3. Déjà, je suis pas famille, c'est compliqué. C'est quoi le couple ? Il y a l'horloge biologique, mon corps m'appartient déjà. Ça doit pas être Je difficile. je me dépêche. Et puis le manque de sommeil, ça me réussit pas du tout. Dans le premier épisode de Vœux brouillés, je vous ai raconté que j'allais conserver mes ovocytes et j'ai commencé à vous expliquer le comment et le pourquoi. On a parlé du doute et de la place que peut prendre l'indécision dans nos vies. Et je vous ai présenté les 6 personnes avec qui j'ai discuté pour essayer de comprendre si oui ou non je voulais devenir parente et comment cette question était devenue pour moi incontournable. Aujourd'hui, on va parler du début de mon aventure médicale et ce sera l'occasion d'aborder le mythe de l'horloge biologique, le rapport à nos corps, à ce qu'on veut ou pas leur infliger. Bienvenue dans le 2e épisode de Vœux brouillés. On est au mois d'août 2021. Je vais à mon premier rendez-vous avec une gynécologue spécialiste de la fertilité pour discuter de la conservation d'ovocytes, ma conservation de précaution. J'arrive devant une clinique en centre-ville qu'on m'a recommandée. Il fait grand soleil, j'ai chaud, mon cœur bat vite. Je monte, tout est blanc, je m'installe en salle d'attente. J'appréhende. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur de déranger. La médecin vient me chercher. Il est temps d'y aller. Je viens d'avoir 35 ans. Depuis l'épisode 1, où j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de congeler, 2 ans sont déjà passés. L'horloge a déjà tourné. Quand j'imagine l'horloge biologique, je vois une de ces énormes pendules de grand-mère qui menacent de me tomber dessus. J'entends le tic-tac lugubre dans un couloir humide qui sent le pipi de chat. Tout un programme. J'ai donc demandé à mes amies ce qu'elles en pensaient. Alice. Jusque-là, ça m'évoquait l'imaginaire collectif que j'ai l'impression qu'il y a autour, donc une horloge qui fait tic-tac et qui se met en place à partir de nos 25-30 ans et qui, vraiment, à 40 ans, c'est un hurlement strident, quoi, avec tes ovaires qui se mettent à trembler comme ça en mode « Achtung, Achtung !» Faut y aller, quoi. Et j'avais vraiment cette idée que vraiment fallait se dépêcher, que t'avais quand même de moins en moins de chances d'avoir des enfants. Après, j'entendais ça et en même temps, je me disais, oh, quand même, ma maman, elle m'a eu à 38 ans, est-ce vraiment un problème ? Bon. Voilà. En tout cas, j'avais cet imaginaire, maintenant, je l'ai beaucoup moins. Je le vois aussi sur les hommes, chose que avant je ne voyais pas. Pour moi, avant, c'était un peu que les femmes. Et donc, je me disais, y a que les femmes qui ont cette soi-disant pression de faire un enfant avant tel âge. Alors que les hommes, en vrai, ils ont aussi une baisse de fertilité. C'est juste qu'elle est un peu plus tard et qu'elle est pas exactement la même, mais ils l'ont aussi, quoi. Après, mon père m'a eu très tard aussi, donc de nouveau, c'était pas fait pour le déconstruire, quoi. Laura. J'ai pas la tête de mon âge. En fait, je fais un peu jeune. On n'a pas l'impression que j'ai 15 ans, tu vois, mais en tout cas, je fais pas forcément mon âge. Et du coup, je sais que c'est plus facile pour moi, parce que je me dis, je peux continuer à croire que j'ai grave le temps d'y réfléchir ou pas à ces histoires d'avoir des enfants. Et en tout cas, c'était dans ce déni joyeux dans lequel j'ai vécu jusqu'à très récemment. Et ça fait que très peu de temps que je me dis, ok, on vieillit, et du coup on n'est plus capable de faire certaines choses. Le corps évolue, y a des endroits où on a mal, on n'avait pas mal avant, on peut plus faire la même chose qu'on faisait avant, je peux plus me la coller et me dire, demain je vais travailler, mais ça va être nickel, ça ne fonctionne plus. Ton corps se fatigue, et du coup il y a aussi des choses qu'on pourra plus faire incessamment sous peu, dont avoir des enfants. Et même si tu pouvais avoir des enfants jusqu'à 65 ans, tu serais quand même pas dans le même état physique pour gérer des nuits sans sommeil, que quand t'avais 30 ans, quoi. Tu vois, je me dis, il y a faire des enfants et il y a élever des enfants. Et je me dis, est-ce que j'ai envie d'élever des enfants quand j'aurai 60 ans, tu vois ? Je sais pas. Moi, je pense que j'ai une relation un peu difficile avec mon corps. Je suis très intellectuelle et je suis pas du tout connectée à le corps. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai laissé traîner des choses, parce que je voulais pas voir
que un jour ce serait plus possible. Intellectuellement, je me dis, mais toute ma vie, je pourrais avoir des enfants. Du coup, ouais, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a le déni du temps qui passe, mais aussi le fait d'être pas très proche, je mets des guillemets avec mes doigts, de mon corps, et du coup, d'avoir du mal à constater ses limites. Donc c'est plein de trucs que là, je suis en train de réaliser. C'est peut-être un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En fait, le truc, c'est que comme je le réalise maintenant, je suis plus dans une position d'affrontement. J'ai pas envie que le temps passe, j'ai pas envie que mon corps il soit plus capable de faire les mêmes trucs qu'avant, alors que dans ma tête, je me dis que c'est possible. Donc je suis plus dans un truc de confrontation plus que d'acceptation. L'acceptation est mon mot de 2022. Donc peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai accepté tout ça. Mais je trouve que cette question de fertilité, c'est comme si l'univers disait ah ah, et ben voilà, maintenant il est 45 ans, c'est bon, c'est fini pour toi, t'es plus bonne à rien. William. La première pensée est que moi, mon horloge biologique, il n'est pas le même que pour la femme. En occasion aussi là, pour ma femme, entre guillemets, ma copine, qui est du coup mon âge ou un peu plus. Mais du coup, donc ça veut dire avec elle, c'est où maintenant. Et si un jour, dans 5 ans ou dans 8 ans, je me dis, mais je veux avoir un enfant, du coup, ça veut dire que ce ne sera pas avec elle. Mais du coup, ça veut dire aussi que c'est quand même possible. Donc, en gros, mon horloge biologique, elle est plus psychologique que biologique, je crois. Je me sens encore assez jeune, en bonne forme physique aussi. Même si je vois aussi que je vieillis, voilà, même physiquement. Je pense que pour les hommes, c'est un peu différent quand même. On a un peu plus d'années. D'abord, je pense que j'ai le fantasme que, pas de problème, on va dire, je pourrais avoir ça quand je veux. Mais c'est vrai que, notamment aussi autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal, et aussi beaucoup les mâles, les hommes, qui font des tests de sperme, etc. Et ça se voit que c'est pas super. C'est vrai que même si je dirais là, ok, on essaye, c'est vrai que c'est pas évident. Je vois ça autour de moi, qu'il y en a beaucoup qui essayent, que c'est difficile. C'est vrai que, en plus, je fume, je bois, enfin, tout ça, c'est pas des bons trucs pour ma fertilité, ouais. Mais c'est vrai que je me pose pas trop la question, ouais. La docteure qui m'accueille est légèrement plus jeune que moi. La voix est douce et chaleureuse. D'un seul coup, on a le temps. Elle m'explique tout le procédé. Elle me fait un dessin au stylo bic. On y voit un utérus et 2 ovaires reliés par des tubes courbés, les trompes de Fallope. Petit point technique. Alors, mon corps a des ovaires. Ces ovaires ont un stock de follicules disponibles de la puberté à la ménopause. Pendant la première moitié de mon cycle, j'ai plein de follicules qui s'activent dans les ovaires. Il y en a un qui, en fin de cuisson, est devenu un ovocyte, prêt à être, ou pas, fécondé. Quand la cuisson est parfaite, l'œuf descend par une trompe de Fallope et vient se nicher dans mon utérus. Les autres follicules sont détruits. L'œuf du mois reste calé là quelques jours, en attendant d'être, ou pas, fécondé. Quand il voit que rien ne se passe, pas de fertilisation à l'horizon. Mon corps procède à la vidange. Et tout peut recommencer. Sur son dessin, la docteure me montre comment la décharge hormonale induite par la stimulation, des tas de piqûres et de cachets, va permettre d'amener à maturité dans mes ovaires tous mes follicules en une seule fois, puis de les maintenir au chaud jusqu'à maturité, quand ils seront prêts pour la récolte. Après ce moment de douceur, Très très frais déjà mis au pays du free magique. on commence à aborder les points techniques. Les pourcentages de réussite d'une FIV suite à la décongélation, Jusqu'à 80%. le nombre d'ovocytes qu'on doit conserver pour des résultats optimum, Entre 15 et 20. les différents traitements qu'il va falloir m'injecter, Ovamès, Orgalutran, Decacep, Fola, Fertistar. les premiers contrôles à effectuer. Examen de la fertilité, taux d'hormones antimullériennes, échographie endovaginale pour décompter les follicules. Et aussi, on aborde les conditions de prise en charge.
Depuis l'épisode 1, il y a du nouveau. Et c'est pas trop tôt. La loi bioéthique de 2021 vient de passer. Elle sera bientôt appliquée. Les centres hospitaliers universitaires commenceront alors à gérer les conservations dites sociétales, en plus des conservations médicales. Mais impossible de savoir précisément quand est-ce que l'hôpital sera prêt à appliquer la loi. Ça peut prendre 1 mois, comme ça peut prendre 6 mois. En attendant, on décide donc de lancer tous les examens et de faire un contrôle de mon endométriose. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a ça aussi. En fonction des résultats, on pourrait lancer une préservation médicale. Je perds un peu mes repères. C'est la première fois que je me mets à espérer que mon endométriose ait empiré. Je ne sais plus quel rapport j'entretiens avec mon corps dans ce processus. L'histoire de mon corps est celle de beaucoup de corps. Beaucoup de corps de femmes. Champ de bataille, cambriolage, plaisanterie. J'ai donc mis longtemps à avoir un rapport à peu près apaisé avec ce que je considérais au mieux comme un instrument, au pire comme un ennemi, sur lequel il fallait prendre et reprendre le contrôle sans cesse. Engloutir, déglutir, accélérer, pousser, forcer, tirer, ralentir, casser, charger, brûler, endormir, recommencer. Dans ma réflexion sur la parentalité et dans l'histoire de ma conservation d'ovocytes, tout me ramène sans cesse à ce corps, évidemment. Je suis pas ultra à l'aise avec mon corps, je suis assez pudique, assez... Je sais pas en fait, je sais même plus ce que je suis, je sais pas s'il arrive à me définir. En tout cas, il me sert plutôt bien, et j'aime pas trop le sentir faible ou quand tu te casses quelque chose et que tu te sens diminué, enfin ça vient très vite chercher profondément que t'as pas envie, qui te lâche. En fait, je me dis que ça a l'air un peu fou d'avoir un enfant dans le ventre, tout ça est un peu fou, et il se passe mille choses avec les hormones, tout ça, donc ça a quand même l'air une aventure à vivre, quoi. Comme a dit une amie hier, c'est un peu mon marathon, et je serai très très fière quand je l'aurai terminé. Est-ce que vraiment ça me ferait peur que mon corps se modifie ? Non, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, je me sentirais moins à l'aise, déjà pour bouger, etc., et puis plus par esthétisme. Je pense que j'ai encore ça au fond, alors qu'il y a plein de filles trop belles, on s'en fout. J'ai eu des périodes où je voulais que mon corps ressemble bien comme il faut pour une fille à ce qu'on nous a dit qu'il devrait ressembler. En tout cas, ça va pour moi beaucoup mieux à 30 ans qu'à 15 ans, avec mon corps. Mais je pense que ça viendrait quand même toucher qu'il soit tout modifié, quoi. Alors que rationnellement, je trouve ça absurde. Quoi qu'on fasse, qu'on soit enceinte, pas enceinte, jeune ou vieille, les gens ont un avis sur le corps des autres. Plus celui des femmes, mais de toute façon, les gens ont toujours un avis. Par contre, ce qui est différent quand on est enceinte, c'est qu'il y a tout un corps médical qui s'exprime sur notre corps, et que à la base, ils ont des arguments d'autorité, et que du coup, il faut vraiment beaucoup se renseigner, beaucoup lire, beaucoup... En fait, il faut se préparer, quoi, aller voir un médecin ou une médecin, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça dont je suis en train de me rendre compte. Jusque-là, j'étais assez confiante envers tout ça, et jusque-là, j'ai laissé les gens avoir un avis sur mon corps, me donner la pilule quand il fallait, et m'ausculter avec 6 apprentis gynécos sans broncher. Mais je pense que maintenant, je réfléchirai un peu plus. Pas pour ne pas le faire, juste pour mieux connaître les tenants et aboutissants de ce pourquoi je vais voir cette personne, et voilà. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Pendant plus de 6 mois, cette histoire d'œuf se transforme en un carnaval de rendez-vous et d'examens médicaux. Attention, ça va être un peu froid. Mais quand j'entends Yacine nous raconter son histoire, ce que je traverse m'apparaît n'être qu'un tout petit aperçu. De Fallot, votre vésicule biliaire. Vos narines. Oh, on va compter les follicules. Allez. Bon, moi j'étais super heureux de porter ces enfants. Pour moi ça a été une bulle Yacine. de confort et de bien-être absolu. Déjà quand t'attends quelque chose pendant plusieurs années et que t'es enfin enceint et que c'était vraiment un plaisir. Alors j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai eu aucun vomissement, nausée, rien. Alors, moi c'était un paradis absolu. T'as ton corps qui se modifie, hein, ça c'est certain, de la tête aux pieds, hein, c'est général, c'est-à-dire que boutonner ton pantalon, tu le fais un peu au feeling, tu le fais un peu tout comme ça vient, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas vraiment préparé à ça, c'est-à-dire que moi je pouvais même plus enfiler des chaussettes, donc j'appelais mon ami
pour venir me mettre des chaussettes parce que je devais aller faire un examen, je devais sortir ou faire des courses. Porter des jumeaux, en plus, c'est voilà, t'as un truc énorme, tu peux plus te baisser, tout est contrainte. En plus, il y a des choses comme ça de la vie quotidienne que tu peux plus du tout faire, hein. Mettre une machine à laver, tu peux plus faire grand chose, en fait. Donc, très très vite, ça devient problématique. Moi, j'avais une machine à laver qui avait fui. Donc, il fallait que j'éponge seule. Donc, je me baissais. Ouais, c'était l'enfer. C'était très drôle aussi. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Après, j'ai eu une malchance, entre guillemets. Oui, c'est quand même une malchance. C'est que j'ai eu une maladie pendant ma grossesse qui a fait que les enfants sont prématurés. Et donc, j'ai été hospitalisée bien en amont. Et ça, je l'ai hyper mal vécu parce que quelque part, on m'a enlevé 2 mois. Moi, je me rappelle que de moments de profond bien-être. C'est fou, hein, mais quand je dis qu'on m'a enlevé 2 mois, j'étais frustrée de ne pas avoir eu 2 mois de plus. Moi, j'ai la chance d'avoir un gynéco-obstétricien qui a suivi ma grossesse et qui est hyper safe, c'est-à-dire qu'il pose les questions, il y a un consentement pour tout, même trop, en fait. Vous permettez de vous déshabiller? Bah oui, c'est mieux pour faire une échographie, quand même. Il est vraiment super chou. Donc, quand j'ai été voir, justement, mon gynéco qui m'a dit maintenant, il va falloir vous hospitaliser, tu rigoles, là. Moi, je vais manger des sushis, je vais faire les soldes. Donc, j'ai des priorités dans la vie. Il est hors de question que je sois hospitalisé tout de suite. Et j'ai toujours pas fini leur chambre, machin. Et là, non, mais là, de toute façon, c'est soit vous y allez tout seul, soit j'appelle une ambulance. En fait, j'avais fait une pré-éclampsie. Et donc, ma tension était très, très, très haute pendant le dernier mois, en fait. Donc, j'ai fait 6 mois de grossesse et j'ai passé 1 mois hospitalisé. Et on surveillait donc ma tension toute la journée, les urines, etc. Et là, après, vous vous transformez en espèce de théâtre humain, quoi. C'est open bar, hein. Tout le monde rentre. Mon accouchement, j'aurais pu faire payer les places. C'était l'arena, quoi. J'étais là, putain, ils sont tous là. Il y avait un monde de dingue. De la piqûre qu'on vous met dans le dos, là, jusqu'au bout, parce que c'était une césarienne. Il y avait, je sais pas, au moins une quinzaine de personnes dans la salle, quoi. Et c'est assez complexe. C'est vrai on prépare pas les femmes à ça. Je pense que ce qu'elles peuvent vivre pendant la grossesse ou à l'accouchement, il devrait y avoir une préparation à ce qu'on est régulièrement observé, touché, manipulé, et sans vergogne, hein. Je veux dire, ils prennent pas de pincettes, c'est parti mon kiki. Avant, j'avais un corps, moi j'étais pompier, donc j'étais très entraîné. J'avais un corps hyper svelte, je faisais un 34-36. J'ai pris 30 kilos, que j'ai pas perdu. Donc passer d'un 34-36 à un 42-44, c'est compliqué à vivre. À l'époque, j'étais une femme, donc... et en plus, j'ai absolument pas perdu tous ces kilos, parce que j'ai eu des problèmes de santé après. Qui sont développés et déclenchés avec la grossesse. Il y a beaucoup de femmes qui disent tu laisses tes dents parce que t'as des dents beaucoup plus fragilisées, t'as vu ton corps. Donc moi clairement j'ai un peu laissé mon estime de moi et de mon corps, quoi. Aujourd'hui je m'aime pas très clairement. Je me trouve gros. Bon après maintenant je fais avec, hein, mais et ce qui est d'ailleurs plus facile avec ma transition, c'est que c'est plus facile d'être un homme gros qu'une femme grosse. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On trouve beaucoup plus de vêtements déjà à se mettre quand on fait un 44 que quand on est en 44-46 en tant que femme, quoi. Donc rien que ça aussi au niveau vestimentaire, hein, ne serait-ce qu'avoir un froc à se mettre sur les fesses, c'est beaucoup moins complexe. C'était une connaissance, une femme trans dans une asso qui me disait ah mais tu sais les mecs nounours, je crois, un truc comme ça, ours, je sais plus, ça a énormément de succès. Alors qu'on m'avait jamais dit ça en tant que femme, tu vois. Les femmes ours, déjà, ça n'existe pas, je pense. C'est pas un truc qui attire, on m'a jamais dit ça plaît, les oursonnes, non. Donc oui, ils nous ont flingué un PEL et ils m'ont flingué un
au niveau de ma santé, au niveau de ma prise de poids, de ma considération de mon corps. Mais en même temps, j'ai eu des enfants et on a vraiment galéré. Comme je dis souvent, hein, moi, c'était pas un oubli de pilule, quoi. Je me suis pas réveillé un matin en disant « Ah merde, chérie, j'ai pas eu mes règles depuis 3 mois. » C'est quand même bizarre. Non, ça a été un combat pendant des années pour avoir ces enfants. Ça coûte très très cher. Il faut bien sûr aller à l'étranger. En France, c'était vraiment pas possible. Et toutes les procédures, ensuite... pour l'adoption, coûte de l'argent aussi. Donc oui, bon, on aurait pu avoir une maison, mais on a eu des enfants. Donc on a fait un choix. Et après, je les ai eus à 38 ans, donc j'étais pas tout jeune. Endométriose sévère, donc pas non plus facile. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des enfants, il faut savoir aussi, pour les femmes qui ont une endométriose, peut remettre les compteurs à zéro. Donc ça les a pas remis à zéro, mais ça a bien soulagé les choses. Ça, je leur dois ça aussi. Le fait de plus souffrir tous les mois. Et ensuite, le fait d'être trans, là, tu souffres plus du tout. J'ai complètement réglé le problème. Ça a été hyper bénéfique. Donc, mes enfants m'ont guéri, on va dire, à 70%, 80% à peu près. Et la transition a fait le reste. Mais du coup, FIV complexe à plusieurs reprises. Et opération, parce que j'avais des kystes. C'est pour ça qu'à la base, on avait commencé par moi. Parce que le but, c'était d'en avoir éventuellement 2, mais que j'en porte un et que Céline fasse son job aussi. Je rigole souvent de ça en disant, de toute façon, les Arabes font beaucoup d'enfants. Moi, je les ai fait d'un coup. J'ai porté les 2 d'un coup et je me suis du coup complètement fait avoir. Cette fois encore, merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, on parlera de l'hôpital public et de la fin du monde. Ça promet. Si vous avez aimé, parlez-en, mettez-nous plein d'étoiles. Écrivez-nous sur Instagram, Facebook, faites tourner. Feu brouillé est un podcast réalisé par Marie Frignani, dans l'oreille de Delphine Mézières, sous les crayons de Mélisine Venn.